Donc du coup, bonjour Katie. Bonjour. Comment se passe les Utopiales pour toi pour l'instant? Très bien, c'est dense. C'est plein de gens que je revois, plein de copains et des tables rondes. Parfois étonnantes, mais voilà, ça se passe bien. Étonnante? Oui, ce matin j'étais sur les animaux. Table ronde sur les animaux. Ça demande une certaine souplesse pour trouver comment on parle de son travail sur certains thèmes. Mais c'est les Utopiales, c'est le jeu. Et du coup, cette année est riche pour toi, puisqu'il y a Hormones et autres complications qui est sorti en février chez Saleté d'hormones. Et Saleté d'hormones qui est sorti Pas avoir en peur des février gros mots. chez Goethe, Ouais. la réédition de Confession d'une séancière chez Mu, et aussi c'est le futur au pluriel réparer la science-fiction. Oui. Tu fais comment pour faire Aux tout éditions ça? Inframonde. Alors déjà, on fait pas tout en même temps. Donc l'essai, je l'ai rédigé courant 2022. Donc voilà. Le Confession d'une séancière, j'ai rajouté des textes, donc il y a eu un peu de boulot. Et puis le gros travail sur Saleté d'hormones, c'était faire ce travail un peu de curation, mettre ensemble les textes et les assembler. Mais c'était tellement stimulant qu'on trouve du temps pour le faire. Et sur Saleté d'hormones, qui est, on peut dire, sur des thématiques féministes, féminines, quel était ton enjeu? Pourquoi tu as voulu parler? On n'en parle pas assez, c'est ça? Oui, alors c'est déjà un constat qui est dans mon essai sur la science-fiction. On a des thèmes qui sont considérés comme probablement trop féminins, qui ne sont pas mis en avant, comme les règles par exemple. C'est un peu étrange d'avoir des personnes qui ressemblent aux gens d'aujourd'hui, qu'on met dans des futurs dans lesquels on ne retrouve pas des caractéristiques. Donc il y avait ça. L'idée aussi que oui, certains personnages considérés comme marginaux n'apparaissent pas et vraiment les thématiques du corps. Ça, moi, j'avais envie de rassembler des textes qui parlent du corps, qui est des personnages qui sont des personnages féminins, en tout cas non masculins, qui vivent des choses, qui ne soient pas des silhouettes, qui ne soient pas des trophées. Voilà. J'avais envie de faire ça, donc j'ai rassemblé des textes qui existaient déjà, publiés ailleurs, des textes inédits. Et j'ai essayé de trouver comment les assembler pour que l'ensemble des textes disent un petit peu plus que chaque texte pris séparément. Avec entre ces textes un mot qui s'est transformé en un poème à la fin. Donc il y a eu ce travail-là que je trouvais super passionnant de faire et que je voulais faire moi-même. Et ce qui est marrant, alors tu parles du mot qui est un peu en bascule entre deux nouvelles, si on peut dire comme ça. J'ai retrouvé aussi des textes très courts dans Confession d'une séancière. Je ne sais pas si on doit dire des micro-nouvelles ou des poèmes. C'est du poème. C'est du poème. Oui. C'est important aussi pour toi de travailler sur ces différentes formes? Oui, je trouve qu'en fait, il n'y a pas assez de place pour la forme courte, voire très courte. Et pour moi, c'est vraiment un défi de pouvoir mettre plein d'idées, d'impressions dans assez peu de texte. Donc c'est quelque chose que j'adore faire. Et puis la poésie, je l'utilise pour dire d'autres choses que ce que je dis en prose. Sur les textes de science-fiction, par exemple, je vais explorer, j'allais dire sur le format long, mais non, c'est des nouvelles quand même. Mais sur la longueur d'une nouvelle, je vais aller explorer une hypothèse, aller explorer une idée. Et quand je vais être sur la forme poétique, on va plutôt être plus proche des émotions. Alors c'est pas aussi net que ça, mais en tout cas ça va être la recherche d'une émotion, la recherche d'une manière de dire un indicible, et c'est pas la même démarche. Et pendant longtemps j'ai séparé les deux. Ça me paraissait pas compatible la poésie et la science-fiction. Et là j'ai eu envie d'essayer. Et ça marche plutôt bien. C'est ce qu'on m'a dit. J'étais assez contente ce matin. Une lectrice est venue me dire je lis pas de poésie habituellement, mais c'était tout naturel en fait d'atterrir sur ces textes pour repartir sur le texte d'après. Et je dis bon bah super. Il y a des gens qui lisent ça et que ça aide et que ça accompagne, donc c'est super. Et Confession d'une séancière, on est dans les Antilles avec. Alors, je ne sais pas si c'est des réels contes antillais. Quel est ton rapport aux Antilles dans ce texte? Alors, mon rapport dans ce texte, c'est celui que j'avais au moment où j'ai écrit le premier texte, c'est-à-dire la conscience qu'il y a une trace des Antilles dans ma façon de vivre, de penser, dans mes souvenirs, et aucune envie d'y être physiquement.
Mais j'avais envie de retourner explorer ce qu'avaient pu être mes peurs quand j'étais gamine, notamment des histoires que ma grand-mère nous racontait avant qu'on aille dormir, en disant je vais vous raconter ça. Et puis nous, on n'arrivait pas à dormir parce qu'on avait peur. Elle nous disait que le voisin se transformait en animal. Bref, donc j'avais tous ces souvenirs-là et j'avais envie de les remettre en forme, de les retravailler, de les revisiter un peu comme je visite un peu tous les thèmes. Et donc il y a des histoires que les personnes aux Antilles connaissent. Donc il y a des gens qui reconnaissent cette histoire-là, l'histoire de la jeune fille qui était morte et qui va danser le soir, etc. Celle-là, elle est très connue, je l'ai vue passer il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Et puis d'autres qui vont correspondre au schéma de contes qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Donc avec des créatures qui vont être des créatures typiquement des Antilles. Et puis des choses que j'ai inventées de toutes pièces, mais en m'appuyant sur la manière dont on fait des contes, la manière dont on les met en forme. Et tout ça pour aller interroger des choses qu'on oublie parfois d'interroger. À quoi ça sert d'avoir des histoires comme ça dans une société? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça permet de faire comprendre ou de protéger aussi? Je pense par exemple à l'histoire de l'homme bâton, qui est une histoire qui permet clairement de couvrir les crimes d'inceste, par exemple, dans les familles. C'est très pratique d'avoir une créature à accuser plutôt que d'aller essayer de comprendre que oui, tonton machin, il n'est pas si gentil que ça, quoi. Donc, voilà. Et l'homme bâton, alors je recherchais le titre, toi tu as anticipé, je ne me souviens pas du titre de toutes les nouvelles. Et au niveau de l'homme bâton, il y a un peu cette omerta, que ça scelle, ce rite est connu, hein, et malgré tout, tout le monde laisse passer jusqu'à ce que les femmes réagissent. Alors en fait, il y a deux choses. Il y a ce qui se passe effectivement aux Antilles. Dans l'outre-mer, en fait, en France, il y a les taux les plus élevés en fait, de violences sexuelles faites aux femmes. Donc ça, c'est un fait. L'homme bâton, je ne sais pas si ça existe en vrai, mais c'est une histoire qui est hyper pratique et qui permet en fait d'avoir... donc la créature s'appelle le Dorlis, et donc c'est censé être quelqu'un qui fait un pacte et qui donc a la possibilité de s'introduire dans le lit des femmes à leur insu. Donc l'omerta, elle porte sur l'inceste comme dans toutes les sociétés en fait, hein. C'est pas plus les Antilles qu'ailleurs, mais effectivement les crimes commencent à être connus. Et le conte permet de couvrir ce tabou, permet de dire ok, on a une explication et on ne va pas chercher plus loin. Et ça positionne aussi l'homme, parce que c'est finalement un jeune homme qui veut une femme et qui est prêt à tout finalement pour obtenir, indépendamment du consentement de la femme. Oui, c'est ça, mais après c'est patriarcat, hein, je vois peut-être des gros mots, mais c'est le patriarcat et ce sont les structures de domination qui pour moi sont pas des choses qu'on va essentialiser. C'est pas parce que ce sont des hommes qu'ils ont cette conduite. C'est parce qu'ils sont en position de pouvoir qu'ils ont cette conduite, en fait. C'est parce qu'ils peuvent le faire qu'ils le font. Oui, pas parce qu'ils le font. Ouais, oui, okay. C'est pas parce qu'ils sont. Oui, ce ne sont pas des criminels nés, ce sont des gens qui ont une opportunité et la société leur permet finalement d'être dans ce rapport de domination. Et du coup, alors on parle de patriarcat, ce qui me fait rebondir sur ton essai, oui. Le futur au pluriel, réparer la science-fiction. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu t'es lancé dans cette aventure-là? Je peux revenir sur la jeunesse de ce projet. Ça s'est fait assez vite, c'est-à-dire que ça faisait un moment que je réfléchissais sur ce qui se passe dans notre milieu, qui est le milieu de la science-fiction, où on a un genre littéraire qui peut beaucoup et qui refait les mêmes histoires, des choses que je ne comprenais pas non plus dans les dynamiques entre les gens, dans les choix qui étaient faits ici ou là. Et en fait, Hugues Robert, qui est mon libraire de la librairie Caribde, à ce moment-là, il travaillait dans une maison d'édition. Il lançait une collection d'essais et il voulait que je fasse un essai sur un thème qui ne m'intéresse pas de traiter. Et au lieu de lui dire simplement non, ça ne m'intéresse pas, je ne ferai pas d'essai, en fait, je lui ai fait une contre-proposition en lui disant moi, j'ai envie en fait d'écrire sur les récits, sur
ce qui ne va pas dans le milieu de la science-fiction et ce que j'imagine qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas, sur voilà, ce genre de choses. Et au fur et à mesure que je faisais mon argumentaire, en fait, je faisais mon plan et je l'ai fait. Donc, il y avait, à ce moment-là, presque 20 ans d'observation, de participation, de réflexion, de discussion avec des tas et des tas de personnes. Et finalement, l'essentiel de la matière était là. J'ai eu besoin d'aller rechercher des sources d'articles théoriques, par exemple, ou des références de bouquins, etc. Mais le cœur, la substance de cet essai était déjà là, en fait. Et c'est vrai que ça fait 20 ans que tu écris maintenant. Donc, ah non, ça fait plus longtemps que j'écris. Mais en termes de publication, en tout cas en science-fiction, ça fait 20 ans. D'accord, donc excuse-moi, ça fait plus de 20 ans que tu écris et 20 ans en publication dans la SF. Ça te donne effectivement ce regard. Tu n'avais pas peur de la réception qu'aurait ton essai? Alors oui, et en même temps, j'ai eu 20 ans aussi pour avoir une place un peu particulière dans ce milieu. C'est 20 ans pendant lesquels, de toute façon, j'avais un point de vue. Et quand je dis point de vue, c'est pas le regard, c'est l'endroit où je me trouve. Voilà, je me situais à un endroit où de toute façon, je pense que j'étais à ce moment-là la seule personne capable de poser ce regard-là de personnes racisées du milieu SF, femmes, publiées et avec des échanges avec plein d'acteurs du milieu. Enfin, une espèce de carrefour où soit je garde pour moi ce que j'ai vécu en me disant, bon, peut-être c'est moi, et je me suis posé la question, hein, peut-être c'est moi, peut-être je suis pas faite pour bosser dans ce milieu-là, peut-être que j'appartiens pas à ce groupe de gens et c'est pas grave, je vais aller faire autre chose et je vais aller ailleurs. Ou alors, moi j'habite là, visiblement c'est pas confortable les sièges et moi j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus confortables, donc qu'est-ce que je peux faire? Et puis j'avais aussi discuté avec d'autres personnes qui partageaient ce constat qu'on pouvait faire mieux. Donc j'avais envie de faire mieux et de faire profiter aussi de mon regard à d'autres, de mon regard et puis aussi de cette capacité que j'ai développée à trouver les mots en fait pour exprimer des choses qui sont là, qu'on perçoit et essayer de théoriser des choses qui vont pas rester juste une souffrance, parce qu'il y a de la souffrance quand même dans mes constats, de la déception beaucoup. Je pourrais en rester là à ce que je ressens, mais je me suis dit que j'avais envie de comprendre aussi. On peut avoir émotion et cerveau, et j'avais envie de faire ça, émotion et cerveau. La question qui est abordée, hein, on peut le dire assez clairement, c'est aussi la représentativité, pas la représentativité, la visibilité. Alors, non, en fait, si tu veux, je peux le dire ce que c'est cet essai. T'en parleras beaucoup mieux que moi. Un mot qui est dans le titre, c'est pluriel. Voilà, le futur au pluriel, réparer la science-fiction. On est dans une société qui est plurielle. La communauté autour de la science-fiction aussi est plurielle. Et je constate que les écrits publiés, mis en avant, célébrés, ne reflètent pas du tout cette pluralité-là. Donc l'idée, c'est pas on veut plus voir telle catégorie de personnes, c'est on voudrait voir les autres. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc dans ces catégories, ça fait toujours bizarre de se dire que les femmes c'est une minorité, mais enfin en termes de domination c'est le cas. Les personnes noires, les personnes handicapées, que ça soit visible ou invisible. En fait, voilà, c'était ça. Je me disais, mais la science-fiction a ce pouvoir d'être dans l'imagination et de faire plus, et elle fait moins. C'est un peu bizarre. D'accord. Et alors ce constat-là, tu le fais, tu t'appuies sur différents éléments de vécu. Donc il y a beaucoup. Alors j'ai ressenti aussi ce vécu. Tu n'avais pas peur que les gens le perçoivent de l'extérieur comme une forme de colère? Peur, en fait, je ne sais pas. Je me suis demandé comment ça serait reçu, mais en fait, il y avait de la colère. Elle est là. J'aurais pu juste tout casser. Et je me suis dit que j'allais proposer quelque chose
une discussion pour que ce soit un peu constructif. Donc je savais que je ne m'adressais pas à tout le monde. J'avais le sentiment que c'était important de poser ces mots-là pour prolonger les discussions que j'ai eues avec des personnes qui existent aussi dans ce milieu. Je ne suis pas toute seule. Et à partir de là, vraiment mon minimum, c'était au moins, on est quelques-uns, on va se reconnaître et peut-être on va essayer de faire quelque chose. Là, la réception dépasse un peu ce que j'avais imaginé parce que j'ai des personnes, au premier coup d'œil, on dirait « Ah, un vieil homme blanc du milieu de l'ASF, sûrement qui ne va pas se sentir concerné. » Et en fait, j'en ai plusieurs qui sont venus me voir en me disant que ça les avait beaucoup fait réfléchir et que c'était intéressant et qu'ils viennent en discuter. Donc ça, c'était l'effet pas attendu. Et ce qui me fait vraiment le plus plaisir, c'est des personnes que je ne croise pas dans le milieu de la science-fiction, qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux pour me dire moi je lisais plus de science-fiction, j'ai lu votre essai, j'ai envie de redonner une chance à la science-fiction, et c'est très souvent des femmes, et moi ça me fait plaisir. C'est clair que c'est très bien. Et aujourd'hui, donc ce constat il est fait sur tes 20 années. Est-ce qu'aujourd'hui tu ressens une évolution en positif, en négatif, ou est-ce qu'il y a des réveils qui se font, des gens qui disent on veut plus de ça? Moi, c'est difficile à l'endroit où je suis de voir s'il y a des progrès ou pas des progrès. Le dernier festival où je suis allée avant celui-là, j'étais malheureuse et je me suis dit si je devais écrire mon essai maintenant, je ne ferais même pas une ligne tellement j'ai perdu espoir et que ça ne va pas marcher. Et puis la semaine d'après, je discute avec des gens hors milieu SF et qui ont envie de faire des choses, et puis du coup l'espoir revient. Donc c'est ça aussi l'émotionnel, c'est ça aussi appartenir à une communauté, c'est qu'on voit des mouvements et puis ça bouge. Il y a des gens qui me disent mais c'est super, faut qu'on fasse des choses, et puis après il n'y a plus personne. Ou bien des discussions qui commencent et qui avancent, donc je ne sais pas. Vraiment, je suis vraiment dans cet endroit où je ne crois pas que mon essai soit là pour tout changer. C'est vraiment un dialogue avec des gens qui ont envie de dialoguer, et il y a des discussions qui ont commencé, donc j'espère que ça va bouger. Et puis il y a des gens qui faisaient déjà des choses de leur côté et qui continueront à faire des choses de leur côté, et qui auront peut-être envie de me dire ok, on va dans le même sens et on continue et ça sera super, quoi. Mais là, je peux pas... en 20 ans, moi, c'est surtout le ras-le-bol, quoi. C'est une espèce d'effet d'accumulation. Et puis, ce qui s'est passé aussi pour moi à partir du moment où j'ai écrit le point final de cet essai, c'est qu'il n'y avait plus de possibilité de me dire c'est pas très grave. Oui, il y a eu ça, mais c'est pas très grave, parce que j'ai tout mis à plat. Les problèmes à côté des problèmes. Alors il y a des pistes de solutions aussi, des débuts de réflexion, mais je peux plus être dans une espèce d'indulgence en disant mais non, mais c'est pas ça, ouais, c'est peut-être un peu sexiste, mais c'est pas tout à fait ça, donc non, maintenant que j'ai mis les lunettes, j'ai nettoyé les lunettes, j'ai cette lecture des choses qui me rend peut-être un peu plus exigeante. Voilà. Je ne peux plus être dans le déni des choses désagréables que je vois et que je vis, quoi. Et du coup, en conclusion, c'est quoi la suite pour toi? Alors par rapport à l'essai ou globalement? Ou la vie? La vie. Comment vont être les prochaines? J'espère collective. Parce que j'ai eu beau avoir écrit cet essai, après avoir discuté avec plein de gens qui sont là, d'ailleurs ma liste de remerciements, elle est sans fin et ces gens sont vraiment dans le bouquin, mais bon, c'est quand même moi qui étais là en train de l'écrire. Et donc maintenant j'ai envie de voir ce que ça va devenir. Et d'ailleurs avec les éditeurs, on est en train de construire une espèce de tournée. Alors au point où on en est, c'est on va aller dans différentes villes, et ce que je t'ai proposé, c'est qu'on ne fasse pas juste des discussions autour du bouquin, mais qu'on fasse des ateliers, qu'on fasse des choses, qu'on commence à faire, voilà, qu'on soit plus dans le discours et qu'on commence à faire, et qu'il y ait un peu de relais. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit mais ça serait bien qu'il y ait aussi Réparer la fantaisie, ça serait bien qu'il y ait tel ou tel truc. Et c'est pas moi qui vais le faire. Donc maintenant, allez, tout le monde au boulot et on y va et on fait des choses. Parfois je me sens un peu seule. Merci beaucoup, Katie. Merci à toi.